Bien que les marchés semblent se reprendre, la situation reste très compliquée. Sur le commerce mondial, la situation est tendue et pourrait bien se dégrader si les banques centrales continuent de monter les taux d'intérêt. Le commerce mondial est un facteur important car il conditionne largement la hausse des marchés mondiaux, presque indépendamment du reste. Didier a déjà montré dans ses travaux qu'un commerce mondial en hausse est une condition presque sine qua non pour les marchés actions mondiaux. Comme vous le voyez sur ce graphique, lorsque le commerce mondial est en récession, point de salut. Le problème avec les indicateurs du commerce mondial, c'est qu'ils sont publiés tous les 3 mois, car ce sont des statistiques qui doivent être agrégées au niveau mondial. Pourtant, on sait 2 choses. La première, c'est que depuis août, nous avons de mauvaises perspectives, avec une croissance de seulement 1,7% au mieux en volume, contre une moyenne historique depuis 2000 de 3,4%. La deuxième, c'est que notre indice des maçons joue comme un indicateur avancé, et qu'à l'échelle mondiale, il n'est pas bon. La courbe du haut, c'est le MSCI World, un indice des marchés mondiaux. La courbe du bas indique quand elle est en rouge que notre indicateur est en dehors du marché, et lorsqu'elle est en vert que l'indice est haussier sur les marchés. Cet outil a pour objectif de limiter ces risques à la baisse pour ceux qui possèdent des actions. Et de ce côté, en ce moment, ce n'est pas fameux. Pourtant, il faut regarder les choses de plus près, car la situation entre la Chine, les USA et l'Union européenne sont très différentes. À tout seigneur tout honneur, commençons par les USA. Leur grosse problématique, c'est la hausse des taux. De Stanley Druckenmiller, qui nous parle d'un risque très fort d'une récession en 2023, à Ray Dalio, qui nous prévient qu'une hausse des taux américains à 4,5% coûterait une nouvelle baisse de 20% aux actions US, on ne peut pas dire que les grands financiers de ce monde soient très optimistes. En Europe également, la situation est aussi bien compliquée, prise entre le risque d'une guerre en Ukraine qui pourrait dégénérer en guerre nucléaire et une crise énergétique qui pousse l'inflation dans l'Union européenne à des sommets. D'ailleurs, un bon indicateur avancé, ce sont les prix des biens de consommation courante et les comportements dans les supermarchés. Michel-Édouard Leclerc en parle très bien sur BFM et ses propos doivent nous alarmer. On m'a fait passer pour l'agité du marché, mais en fait, on avait raison, quoi. Quand j'avais dit au président de la République qu'il irait aux élections avec une inflation de 5%, alors que le budget français était calé sur une inflation de 2,6%, on avait des billes, on savait à quel prix on avait acheté. Mais là, la récession, c'est un vrai risque. C'est-à-dire que moi, concrètement, aujourd'hui, il y a des secteurs où ça a tellement augmenté. La viande a augmenté, elle est en baisse de 7,6%. De consommation. Ça veut dire que les Français achètent 7% de moins de viande. Ils achètent moins. Donc ils ont déjà changé leur 10% de moins de crèmerie. Ils achètent 14,5% de moins de poissons. Donc ça veut dire que les consommateurs ont un degré d'acceptabilité du prix qui est limité. S'il y a bien une chose qui est difficile, et tous ceux qui ont déjà fait des régimes le savent, eh bien, c'est de changer ses habitudes alimentaires. Alors oui, comme le dit Michel-Édouard Leclerc, la colère dans les foyers, elle est très forte. Et croyez-moi, pour avoir travaillé en grande surface il y a un certain nombre d'années, je peux vous affirmer que la tension sociale dans les grandes surfaces, vous la ressentez pleinement et en direct. De façon plus académique, Charles Gave et Didier ont élaboré l'indicateur des gilets jaunes qui montre que la population populaire, comme qui dirait, subit bien plus fortement les hausses d'inflation et qu'elle les subit en avance. Alors si je n'ai pas le même beau graphique pour la France, sachez que l'indice des gilets jaunes est une composition à part égale entre les prix de l'immobilier, de l'énergie et de la nourriture. Aujourd'hui, sur la nourriture, on serait à 12%. Sur l'inflation des prix à l'énergie à 152%, tandis que les prix de l'immobilier ne baissent pas encore significativement. Bref, les classes populaires en prennent plein la tête. Tout cela n'est pas joyeux pour tous ceux qui sont contraints de changer leur régime alimentaire en baissant la quantité consommée de poissons et de viande au profit de délicieux premiers prix de type ravioli pousse dont je garde un très mauvais souvenir tant j'ai détesté ça à l'époque. Mais bon, quand on bosse dans les supermarchés et que l'on est 2 à vivre sur 700 € par mois, eh ben on mange ce que l'on peut s'offrir. D'ailleurs, me replongeant dans ces souvenirs, j'ai la plus grande sympathie pour tous ceux qui vont bosser et font le dos rond en attendant de jours meilleurs, quitte à manger sur le pouce. Cela exige un très grand sens citoyen et une bonne maîtrise de la colère justement. L'autre problème qui nous guette, c'est l'arrivée du général hiver, comme on dit en ce moment. Gardons en tête que le général automne a été très clément en octobre. C'est à cause de cela, ou grâce, je ne sais pas trop, que l'on a eu des prix négatifs sur le gaz dans le courant du mois d'octobre. Si, des prix négatifs en pleine inflation sur l'énergie. La situation était assez cocasse. À force d'acheter tout ce qu'elle pouvait à n'importe quel prix, puisque la consommation en octobre était bien moins élevée que prévu,
Pendant un court moment, les Européens ne savaient plus où mettre le gaz commandé. Du coup, on a payé des gens pour leur vendre du gaz à prix négatif pour que quelqu'un veuille bien le brûler ou le mettre ailleurs. Si cela peut paraître absurde, en réalité, c'est symptomatique des périodes de crise où la volatilité augmente de partout. C'est un peu comme un cœur qui s'emballe. Un coup il bat trop fort, un coup il bat trop lentement. Dans les deux cas, un cardiologue vous expliquera que c'est pas très bon. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Didier Darcet, nous vous proposons des portefeuilles pour protéger votre épargne. L'heure n'est pas aux promesses de gains, mais à l'ouverture des parapluies. Bien sûr, il va y avoir un rebond à prendre qui sera potentiellement très fort lorsque les marchés commenceront à voir la lumière. Pourtant, aujourd'hui, on n'en est pas là. Les informations dont nous disposons sur l'inflation sont désastreuses pour l'Union européenne, très mauvaises pour les USA, et quant à la Chine, on va y venir. C'est pour cela que dans le numéro de ce mois, Didier vous fait un panorama des enjeux de chaque région et vous donne des perspectives pour en voir le bout. Quant à moi, j'ai réalisé un dossier sur l'expatriation en Suisse, car je sais que cela peut tenter certains et qu'il y a énormément d'idées préconçues sur l'accessibilité de la Suisse, qui, non, n'est pas réservée qu'aux riches, loin s'en faut. Pour vous abonner à la lettre ou à Nestor, pour disposer de nos indicateurs d'anticipation sur les marchés au quotidien, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Pour en revenir à la météo, si octobre a été clément, qu'en sera-t-il de décembre et de janvier ? Eh bien, le général hiver pourrait être bien moins complaisant avec les turpitudes européennes. Selon diverses prévisions, cet hiver pourrait bien être le plus froid depuis les 10 dernières années. Et là, ce serait une très très mauvaise nouvelle pour les Allemands notamment, qui pourraient avoir à choisir entre leurs usines et le chauffage des maisons. La situation allemande n'est déjà pas bien confortable, mais un gros coup de froid serait une très mauvaise nouvelle. Concernant l'Europe, il faut aussi distinguer le cas de la Suisse et de la Grande-Bretagne, qui sont tout de même singuliers. Du côté du Royaume-Uni, l'attitude est à l'inverse de la France. Lorsque le gouvernement français cherche coûte que coûte à amortir la crise aux dépens des finances publiques, à grands coups de boucliers tarifaires en tout genre qui alimentent la dette, nos amis britanniques laissent la population encaisser la majorité de la crise. Alors évidemment, la récession n'en est que plus dure. Mais c'est aussi ce qui explique pourquoi la Grande-Bretagne rebondit généralement plus vite et plus fort que la France. Sur le long terme, purger les fausses valeurs lors des crises est bien plus soutenable. Par contre, à court terme, il ne faut pas que le degré de souffrance soit trop important au point de menacer l'ordre social. Ce sont deux approches différentes. En ce qui concerne la Suisse, elle adopte le rôle du dernier survivant qui est bien singulier. Étant la plus riche de la bande, avec un pouvoir d'achat sensiblement plus élevé que dans le reste de l'Europe, elle a pris le parti de laisser filer sa monnaie à la hausse pour que l'inflation s'arrête à ses frontières. La Suisse ne ressent donc pas la douleur de l'Europe sur les prix, car sa monnaie forte la protège. Ce qui est intéressant, c'est que j'observe que la force du franc suisse est essentiellement alimentée par un afflux de monnaie qui vient du reste de l'Europe, justement car les plus riches ou les plus prévoyants déplacent leurs capitaux ou se déplacent eux-mêmes pour se protéger de l'inflation. On pourrait se dire que le franc fort devrait avoir un impact sur l'industrie exportatrice suisse, mais apparemment ce n'est pas le cas non plus. Je discutais il y a un mois avec un éminent représentant d'un gros syndicat suisse qui me racontait comment s'étaient passées les négociations sur les salaires dans l'industrie. Selon cette source, les industriels ont lâché des augmentations demandées d'environ 3% sans négocier, car ils sont tout simplement tout contents de voir les prix de leurs matières premières baisser à cause de la hausse du franc suisse, mais de voir leurs exportations augmenter à cause de la hausse des prix qui est bien plus forte en Europe que la hausse du franc suisse. Donc de ce côté, et très étonnamment, tout va bien. Du coup, je comprends mieux pourquoi le chômage est stable en octobre en Suisse et en dessous des 2%. La Suisse est le dernier survivant de la région qui peut se permettre de payer cher, car elle est une valeur refuge. C'est donc elle aussi qui repartira fort en premier, car son outil industriel et sa population sont préservés. Si ça vous intéresse, je vous en parle plus en détail dans le dossier de ce mois dans la lettre. Comme me le disait un voisin cet été, et ce qui résume bien les choses, l'essence est chère, mais on va pas se plaindre, car jusqu'à 5 francs le litre, on peut rouler. C'est juste fascinant. Enfin, du côté de la Chine, tout est possible. Si jamais la Chine abandonne sa politique de zéro Covid et qu'elle réouvre pleinement, ce serait un coup de boost potentiellement énorme pour la zone. Par contre, si elle s'enferre dans les mesures sanitaires, ou pire, qu'elle s'attaque frontalement à Taïwan, alors là, tout peut basculer. La montée en puissance de la Chine est aussi fascinante car avec le conflit entre la Russie et l'Europe, elle peut avoir accès à une grande quantité d'énergie, ce qui est inespéré dans le monde où l'on vit aujourd'hui.
De mon point de vue, il y a 2 grands facteurs de blocage pour la Chine potentiels à long terme. Accepter l'innovation dans une économie capitaliste qui est par nature créatrice de désordre social, car Amazon vient fermer toutes les petites librairies de quartier, et là, c'est pas gagné, on verra comment le régime supporte ça. Et puis, le deuxième, c'était de trouver de l'énergie pour financer sa croissance. Aujourd'hui, il y a un énorme gisement qui vient de se libérer en Russie, puisque l'Europe y a renoncé. À voir comment les relations entre la Russie et la Chine vont évoluer. On peut donc espérer le pire comme le meilleur pour cette région en fonction des choix politiques qui y seront faits.